Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons d'entrée et sortie par fichier en VHDL. Voici le contenu de la vidéo. On va parler du lien entre les entrées et sorties par fichier en VHDL et les bancs d'essai, et on va voir des exemples de code. Donc, on s'est concentré à date sur la génération algorithmique de vecteurs de test à l'intérieur d'un banc d'essai. Parfois, on va utiliser un logiciel qui va nous générer des vecteurs de test, par exemple MATLAB. Et à ce moment-ci, nos vecteurs de test vont être entreposés dans un fichier. Il est donc nécessaire pour notre banc d'essai en VHDL de lire ce fichier pour lire les stimuli et les appliquer à l'unité de test. Ensuite, le fichier peut aussi contenir les réponses attendues par notre système. Et donc, en VHDL, on doit lire ces réponses et les comparer avec les sorties actuelles de notre système. Le banc d'essai peut aussi écrire ces résultats dans un fichier. Pardon. Ceci peut être utile, par exemple, si la simulation est très longue ou qu'on veut, à intervalles réguliers, sauvegarder des résultats qui ont été calculés à date. Aussi, on peut vouloir effectuer un traitement plus complexe que ce qui est disponible à l'aide des outils avec lesquels on code du VHDL. Par exemple, peut-être qu'on prend en entrée une image et qu'on produit une autre image. Mais à ce moment-là, il serait utile de lire le fichier d'image produite et de l'afficher à l'aide d'un logiciel qui permet cette fonctionnalité. En VHDL, les entrées-sorties se font à l'aide d'objets de la catégorie File. Puis comme on traite du texte lors de ces opérations, on va utiliser plusieurs types et fonctions définies dans le package text.io qui fait partie du langage VHDL. Voici un exemple pour commencer d'un module à vérifier. C'est un module qui détecte des nombres premiers dans l'encadré bleu qui est à gauche de la diapositive. Et à droite de la diapositive, vous avez un fichier de texte qui contiendrait dans une première colonne des entiers de 0 à 63 et dans la deuxième colonne, une indication si c'est un nombre premier ou non. P pour premier et N pour non premier. Voici un banc d'essai qui lirait les stimuli dans le fichier ainsi que les réponses attendues et qui appliquerait les stimuli à l'unité de test et qui comparerait sa sortie avec la sortie attendue. Donc, si on analyse le code, tout d'abord, on a la déclaration du banc d'essai et son architecture. On définit deux signaux I et F pour les vecteurs de test et les réponses. Une constante ici de type string qui est le nom du fichier qui sera lu. Et ici, un objet qui n'est pas un signal, n'est pas une constante, n'est pas une variable, ni un port, et c'est un objet de catégorie file. L'identificateur de l'objet est vecteur, et ici on utilise, c'est un objet de type texte, ouvert en mode lecture, et ici on spécifie le nom du fichier qui correspond à cet objet. Ici on instancie l'unité à tester. Dans un processus ensuite, on utilise ici la fonction endFile qui va nous permettre de déterminer si on est rendu à la fin du fichier. On utilise la méthode readLine qui prend en entrée l'objet vecteur ainsi qu'un tampon. Tampon est de type line qui est un pointeur vers un objet de type string. Ensuite, donc on a lu le tampon. Si les deux premiers caractères dans tampon sont deux tirets, ici par exemple, bien, on considère ça comme un commentaire et on passe à la ligne suivante. Si par contre ce ne sont pas deux tirets, bien on lit tout d'abord n ici qui est un entier, ensuite un caractère qui en principe est le caractère d'espacement qui sépare le stimuli de la réponse, et finalement un troisième caractère qui est la réponse attendue. Ensuite, le banc d'essai applique l'entrée n à l'unité, on attend un peu et un énoncé assert permet de vérifier si la sortie de l'unité est la même chose que la sortie attendue. Finalement, comme on a ouvert un pointeur vers un fichier, on doit relâcher ce pointeur, un pointeur vers un objet de type string, on doit relâcher ce pointeur ici avec la méthode deallocate. On peut aussi écrire des réponses dans un fichier et c'est ce que cet extrait de code-là démontre. Donc, si on l'analyse, je n'ai pas ici ajouté l'entité ni l'architecture. Il faudrait bien sûr placer ce processus à l'intérieur de telle structure.
On a ici encore deux tampons de type line, tampon et tampon 2. Line qui est un pointeur vers un objet de type string. On peut utiliser la méthode write. Write prend un pointeur vers un objet de type string et une chaîne de caractères à placer dans l'objet. Ici, une chaîne de caractères qui est du texte finalement. On peut copier cette chaîne de caractères-là. On prend tampon.all qui donne tous les caractères. On peut les placer dans un autre tampon. Ensuite, les deux objets de type string peuvent ensuite être écrits dans le fichier résultat. Ici, on prend tampon et aussi à la console. La raison pour laquelle il y a deux fois la commande writeLine, c'est que la commande writeLine relâche l'objet de type string une fois qu'elle a fait la lecture. Donc, c'est pour ça qu'ici qu'il fallait faire la copie de façon à pouvoir écrire à la fois dans le fichier et à la console. Donc, la même chose va se produire ici plus bas. Tout d'abord, on construit une chaîne de caractères étape par étape. Tout d'abord, on met la phrase ou le mot temps. Ensuite, ici, la commande write tampon et la valeur now nous donne une indication du moment de simulation où la commande a été exécutée avec des unités en nanosecondes. Ensuite, on dit la valeur de l'entier avec integer apostrophe image qui retourne une description textuelle de l'entier K. La même chose ensuite pour la valeur de f qui est un std logic. Et ensuite, on prend la copie de la chaîne de caractères, on l'écrit dans le fichier et on l'écrit à la console. Donc, dans cette vidéo, on a vu brièvement comment faire pour lire et écrire dans un fichier en code VHDL.